du sexe, des mensonges et de la vidéo. Tous les ingrédients d'un film à succès dans cette affaire. À un détail près, celle-ci est vraie. Et elle est dramatique. 2 femmes sont mortes et une troisième est restée traumatisée parce qu'elles ont croisé un jour la route de Cyril Koskinas. C'est un personnage de mauvais roman, de roman noir. Il a un look qui détonne par rapport au reste de la population. Original, passionné de tuning, maniaque de la propreté et du rangement. L'homme aimait aussi le sexe hard, le sexe violent. C'était, entre guillemets, un chasseur tous azimuts. Et très vite, il proposait d'attacher sa partenaire, qui acceptait ou pas. Plus j'avais mal, en fait, et plus lui, il était content. On n'est plus dans la perversion sexuelle, mais dans la perversité sexuelle. Acteur et metteur en scène de ses propres fantasmes, Cyril Koskinas a filmé ses séances SM. Alors, ça fait mal ? Et peut-être même ses crimes. Des crimes dont la preuve, tenez-vous bien, se cachait dans un dictionnaire évidé, soigneusement rangé dans le grenier d'une grand-mère. Une perversion qui a conduit 2 femmes à la mort. Et en prison, un homme qui signait ses PV d'audition d'un gris-gris en forme de sexe. 19 juillet 2004, Fresnes-sur-Marne, dans la région parisienne. Le chien a aboyé beaucoup toute la nuit. Et peu de temps avant, il y a un cerf qui s'était jeté dans le canal et qui était mort, en fait. Donc le chien aussi avait aboyé. Donc on a pensé que c'était une bête sauvage, que c'était quelque chose. Et le lendemain matin, quand les techniciens sont venus pour nettoyer le canal, en fait, et là, ils ont découvert un corps. Les éléments qu'on a eus, c'est qu'elle était nue, et qu'elle était ligotée. Donc on s'est posé des questions, mais c'est difficile, c'est un mauvais moment. Moi, 18 ans après, j'y repense toujours. Souvent, j'ai cette image de femme et j'y pense. Et j'y pense. Les gendarmes de la section de recherche de Paris sont saisis le jour même. Le corps est bloqué par l'écluse du canal. Il faut d'infinies précautions pour le remonter sur la berge. Ce corps a très clairement séjourné assez longtemps dans l'eau, car il est en état de décomposition particulièrement avancée. Et le corps est recroquevillé en position fétale, avec du ruban adhésif qui passe derrière le cou et qui également attache les jambes. Donc tout laisse à penser que c'est évidemment pas un suicide. Pas de traces de coups, pas de plaie sur le corps. Le visage est méconnaissable à cause de son séjour dans l'eau. Elle n'avait pas de signes particuliers, de tatouages, de piercings qui permettent de l'identifier. Étant nue, pas de documents, pas de papier, pas d'alliance. Donc on partait sur une enquête déjà compliquée pour l'identifier. Nous sommes vraiment dans un lieu isolé. Il y a une rangée de peupliers le long du canal. De l'autre côté, ce sont des champs. On sent, entre enquêteurs, que pour obtenir du renseignement sur place, ça va être très difficile. Aucune disparition de femme n'a été signalée dans les environs. Au soir de la découverte du corps, il est donc impossible de mettre un nom sur l'inconnu du canal. Dominique, la victime est autopsiée. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors je vais vous répondre, état du corps, extrêmement dégradé. C'est compliqué pour le légiste de travailler avec un corps comme celui-ci. Impossible de dater la mort. Le légiste peut dire qu'il s'agit d'une femme, qu'elle mesure 1m62, qu'elle pèse 38 kilos, qu'elle peut être âgée de 30 à 40 ans, qu'elle est possiblement d'origine maghrébine et elle a un signe particulier, elle a les incisives qui se chevauchent légèrement. Elle serait morte comment? Alors, c'est étrange parce qu'elle n'a aucune trace de coup, aucune blessure, aucun impact de balle,
pas de violence sexuelle, pas de traces de strangulation. Pour le légiste, elle est morte noyée, avec cette précision qu'elle pouvait être encore consciente au moment où son meurtrier l'a jetée dans l'eau, à condition qu'elle n'ait pas été droguée. Et ça, seul l'expert en toxicologie peut le dire. Oui, alors on ne trouve aucune trace de toxique dans son corps, pas non plus de substances psychotropes. L'expert conclut, l'auteur des faits ne pouvait pas ignorer que sa victime respirait encore au moment où il l'a jetée dans l'eau. Les gendarmes n'ont pas le temps de se remettre à l'ouvrage qu'ils reçoivent le lendemain même une nouvelle alerte. Toujours en Seine-et-Marne. J'ai un de mes collègues d'un autre service qui m'appelle sur mon portable et qui me dit Franck, il y en a une autre. Et là, du coup, je pense à une blague, j'y crois pas. Je dis bon, arrête tes bêtises, c'est bon. Il me dit non, je te promets, ils ont trouvé un autre cadavre dans l'écluse. Au début, on n'y croit pas. Enfin, c'est pas possible. Enfin, c'est du jamais vu dans aucune carrière, quoi, de se dire au même endroit deux personnes mortes. Cette fois-ci, c'est dans le godet de cette pelle mécanique que les techniciens de maintenance du canal, les mêmes que la veille d'ailleurs, viennent de repêcher un corps. Là encore, il s'agit d'une femme nue et ligotée. On voit que le séjour dans l'eau a été beaucoup plus court. Donc là, comme on dit dans notre jargon, là, le corps est beaucoup plus propre pour nous et on sent que là, on va pouvoir travailler davantage, car elle est reconnaissable. Elle est blonde, âgée d'une vingtaine d'années, et elle porte des signes distinctifs qui aideront peut-être à l'identifier. Un chouchou dans les cheveux, un piercing au nombril et des boucles d'oreilles. Elle est elle aussi en position fétale, mais là, elle n'est pas attachée avec du ruban adhésif, mais avec une sangle rouge. Mais en dehors de cette différence, tout est absolument pareil. Pas de papier, pas de vêtements, pas de voiture. On se dit vraiment qu'il y a un tueur récidiviste qui peut-être veut jouer avec les forces de l'ordre, avec les enquêteurs. 2 cadavres en 2 jours dans l'écluse. Évidemment, la nouvelle fait vite le tour du village. Et comme dit l'adage populaire, jamais 203, du coup on s'inquiète. Toute la commune est sous le choc. Bien sûr, ça me pose une question, parce que je me demande si ça peut pas arriver encore une fois. On ne sait jamais. Cela ne s'était jamais vu, donc ça a créé évidemment une petite psychose. 2 corps de femmes ont été retrouvés dans un canal et personne n'a été interpellé, ça parle à toutes les femmes. Pour rassurer la population et tenter de percer les mystères du canal, les gendarmes mettent le paquet. Dans les airs, sur terre, sous l'eau. Mais après 2 jours de recherche, toujours aucune piste sérieuse à creuser. Dominique, la deuxième victime est autopsiée à son tour, et elle aussi est morte noyée. Oui. Le légiste observe une asphyxie par noyade avec inhalation vitale d'eau. On l'a compris. Et comme pour la première victime, aucune trace de violence sexuelle, aucune trace de drogue. Une différence cependant, le légiste observe autour du cou de la victime des manœuvres de compression cervicale. Traduction, des traces de strangulation au niveau des cervicales. Et le légiste parle d'une strangulation incomplète. La victime présente également des lésions, des ecchymoses au bras, sur une main, sur les zones de prise, on appelle ça comme ça. Et on pense que ces zones de prise ont été effectuées alors qu'elle était encore en vie, puisque le sang circulait, ça a laissé des hématomes. Des pressions vraisemblablement exercées pour immobiliser la victime en lui tenant les bras et ou pour la porter. Est-ce qu'il avance un scénario ? Alors pour lui, la victime a pu être d'abord étranglée, elle se retrouve dans un état d'inconscience, de coma, mais elle n'est pas en arrêt respiratoire parce qu'elle respire encore au moment où on la jette dans l'eau.
2 jours après la découverte du deuxième corps, les gendarmes qui ont installé leur cellule d'enquête à Meaux trouvent enfin un fil à tirer. Ce matin-là, un homme signale la disparition de sa fille. Il n'a plus de nouvelles depuis 3 jours. Elle a quitté la maison le lundi 19 juillet vers 15h, sans dire où elle partait. Elle est blonde, elle a 22 ans et elle porte des bijoux. Elle s'appelle Angélique Despostes. Et très vite, on voit au niveau de la photo de la carte d'identité que, effectivement, oui, ça peut correspondre au deuxième corps que nous avons découvert. C'est bien elle, la deuxième victime du canal. Angélique Despostes vivait chez ses parents, à Saint-Mème, un village situé à 10 km de Fresnes-sur-Marne. Elle travaillait comme intérimaire auprès de personnes âgées. Cette jeune fille apparaît comme une jeune fille lambda, une scolarité sans excellence mais normale, qui aime sortir, avoir des copains, mais c'est une vie discrète. 3 hommes gravitaient autour d'Angélique. Le premier, Sylvain, est son petit ami depuis quelques jours. Il raconte aux gendarmes que le jour de la disparition d'Angélique, il a travaillé toute la journée dans une entreprise de logistique. Son alibi est vérifié et confirmé. Il n'a donc pas pu voir Angélique, mais il a quand même eu de ses nouvelles. Sylvain nous dit qu'il a reçu un SMS du téléphone d'Angélique qui lui demande de venir l'attendre donc à la gare de Villeparisis en soirée. Angélique, apparemment, lui aurait dit « Ne cherche pas à me joindre, je n'ai plus de batterie sur mon téléphone ». Ce rendez-vous tardif à minuit dans une gare déserte a paru bien bizarre à Sylvain. Mais il y est quand même allé. Il a attendu de longues minutes, il ne l'a pas vu arriver, il a essayé d'appeler, il tombait systématiquement sur la messagerie. Et au bout d'un moment, il en a eu un peu marre et il est rentré chez lui. Angélique aurait donc posé un lapin à Sylvain. C'est étrange parce que ce n'était pas son genre. Le deuxième homme, c'est Cyril. Cyril, c'est le copain avec qui elle partage pas mal de choses, y compris ses petites confidences sur le plan privé avec ses anciens copains. Il l'emmène, il a une voiture, c'est vraiment le bon copain. C'est un personnage complètement atypique, c'est un jeune homme de style gothique, il a un look qui détonne par rapport au reste de la population. Cyril se souvient très bien de la dernière fois qu'il a vu Angélique. C'était le matin même du jour de sa disparition. Il s'est rendu chez elle et ils sont allés faire un tour ensemble au village. Et cette promenade va pas durer longtemps et il va la ramener vers midi. Ensuite, il dit qu'il est rentré chez lui pour manger, car l'après-midi, il voulait nettoyer sa voiture, sa 205. Et après, il a regardé 2 films vidéo toute l'après-midi. Cyril explique qu'il a lui aussi reçu un SMS d'Angélique en fin de journée. Elle ne lui a pas parlé de son rendez-vous avec Sylvain, mais d'un rencard avec un 3e homme, son ex, Grégory. Et pas n'importe où. À Fresnes-sur-Marne. Et il lui demande de l'accompagner, en tous les cas, de se tenir prêt au cas où ça se passe mal. Parce qu'en fait, Cyril décrit ce Grégory comme violent. En bon copain, Cyril s'est donc rendu à Fresnes-sur-Marne ce soir-là. Il explique qu'il a eu du mal à trouver parce que c'était la première fois qu'il y mettait les pieds. Mais sur place, pas d'Angélique, ni de Grégory. Il est donc rentré chez lui. Dominique, Cyril dit que Grégory, l'ex, pouvait être violent. Il a un casier. C'est pas un garçon très fréquentable. Il a un casier judiciaire, il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour un cambriolage. Au moment où les gendarmes le convoquent, il sort de l'hôpital, il s'est bagarré, il est allé se faire soigner un œil. Il reconnaît lui-même qu'il lui est arrivé d'être brutal avec Angélique, que la fin de leur relation s'est pas très bien passée. Il dit qu'il l'a secouée 2 fois parce qu'elle l'avait trompé.
mais il nie farouchement être allé à ce rendez-vous. Et il explique aux enquêteurs que depuis 4 mois qu'ils se sont séparés, il a coupé les ponts, ils ne se sont jamais ni parlé, ni revus. Bon, ça c'est ce qu'on dit dans toutes les affaires, ou presque. Donc les gendarmes vérifient son emploi du temps, forcément. Tout son emploi du temps est passé au crible. L'après-midi, il est dans son entreprise, il est agent d'entretien, l'entreprise confirme. En fin d'après-midi, il est à l'hôpital confirme. Le soir, il est avec des potes, ils boivent des coups. Tous ses copains confirment qu'il est là. À aucun moment, il est laissé seul. Donc, il a un alibi. Donc, si on résume, Dominique, l'ex, on est d'accord, a un alibi. Le nouveau petit copain aussi. Ouais. En fait, il n'en reste qu'un. Le bon pote, l'ami fidèle d'Angélique, Cyril Koskinas, il n'a pas d'alibi. Il a un emploi du temps où il nous dit être, pour l'essentiel, resté chez lui, et donc de fait seul. Donc pour nous, c'est vraiment pas vérifiable. Je ne sens pas du tout ce Cyril. Je sens que d'ailleurs dans ses réponses, il n'est pas spontané, il réfléchit beaucoup. Et ça, pour un enquêteur, c'est quelque chose qui permet d'avoir une forme d'alerte. Le gars attire d'autant plus l'attention des gendarmes qu'il a eu un comportement étonnant. Dès le 19 juillet au soir, vers 20h, il avait cherché à joindre les parents pour avoir des nouvelles d'Angélique, alors que personne à ce moment-là n'avait lieu de s'inquiéter de la disparition d'Angélique, parce que la disparition restait relativement récente à ce moment-là, 20h pour un départ à 15h le jour même. Et il ira même jusqu'à parier avec le père d'Angélique une bouteille de champagne, comme quoi elle rentrera avant la fin de la nuit. Et quand le père d'Angélique a signalé sa disparition, devinez qui l'accompagnait à la gendarmerie. Cyril Koskinas. Le type qui en fait un peu trop, quoi. Quant au fameux rendez-vous qu'Angélique lui aurait donné à Fresnes-sur-Marne, ce n'est peut-être pas un hasard. Il évoque de lui-même Fresnes-sur-Marne, le lieu de découverte de cadavre. Comme si peut-être il a besoin de montrer qu'il était présent sur place, mais qu'il n'a rien à voir avec les faits. J'ai vraiment ce sentiment-là. Il veut se situer sur Fresnes-sur-Marne parce que peut-être il a peur d'avoir été vu par quelqu'un, un riverain, un passant, et quelque part, il veut se donner tout de suite une forme d'alibi. Autant dire que le meilleur ami d'Angélique devient aussi le meilleur suspect des gendarmes. Et la suite de l'enquête leur donne raison de s'intéresser à ce gars-là. Je vais regarder dans les fichiers et je remarque que Koskinas avait déjà été dénoncé par une jeune femme pour l'avoir agressé à son domicile, avoir été séquestrée par lui. Elle s'appelle Stéphanie. Elle a déposé plainte contre Koskinas 1 mois plus tôt. Elle avait fait sa connaissance en allant s'inscrire à Pôle emploi, à Mitry-Mory, où vit Koskinas. Et elle a bien accroché avec lui. Il avait une bonne prestance, il m'avait l'air sympathique. On discute, et puis après il me propose si je veux aller boire un verre après aller avec lui. Et ce verre-là, ça a été chez lui du coup. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez lui. Un verre, mais sans alcool. Koskinas n'en boit jamais. Ensuite, ils ont regardé un film. Tout se passait bien. Il y a eu un rapprochement. On a une relation consentante, là j'ai consentante. Et après, c'est là qu'il a commencé à vouloir me sortir son tiroir où il y avait tout là. Et waouh. C'est là qu'il a proposé de m'attacher. Alors j'ai refusé plusieurs fois. Il a insisté que c'était une expérience, que ceci, que cela. Donc du coup, j'ai fini par accepter. Et ça a été un enfer à partir de là. Une fois que j'étais attachée, il m'a mis son... Alors je sais pas comment on appelle ça. La boule là, la boule avec les sangles, je sais pas le nom. C'est un baillon-boule. Pas simple de respirer avec ce machin dans la bouche. Il y a des haut-cœurs qui viennent. Il y a des haut-cœurs et là j'ai commencé à pleurer. Et c'est là que je me suis aperçue que plus on pleurait, en fait, fallait surtout pas pleurer parce que c'était son plaisir à lui en fait.
tout le temps. Il se masturbait en fait, c'était son plaisir. Je revois encore son sourire là je peux pas dire pervers, mais plus j'avais mal en fait et plus lui il était content. C'est son sourire là Son sabre était juste au-dessus du lit et il me disait toujours regarde le sabre. Vous êtes toute seule, vous pouvez pas vous sortir de là, vous pensez quoi? Vous allez vous prendre un coup de sabre si vous exécutez pas. Stéphanie est restée sous l'emprise de Koskinas pendant 5 jours. Quand il s'absentait, il lui confisquait son téléphone et fermait la porte à clé. Dès qu'elle a pu s'échapper, elle a filé au commissariat du coin porter plainte pour agression sexuelle et séquestration. J'ai très vite compris que la police de Mitry-Mory me prenait pour une folle. Qu'ils m'ont pas cru, pas considéré du tout, pas cru du tout. Et c'est ce que... Ça a été bien dommage d'ailleurs. L'enquête de police n'est pas allée bien loin, la plainte a été vite classée. Mais les gendarmes qui enquêtent sur le double meurtre du canal de l'Ourcq, eux, sont sacrément intéressés par le témoignage de Stéphanie. Elle explique que lorsqu'elle était ligotée par Cyril, on retrouve un petit peu des positions fétales de la même façon que nous, on a retrouvé nos 2 corps. Donc on a quand même les liens, on a quand même la position. Un autre témoignage qui vaut de l'or pour les gendarmes, c'est celui d'Alice, son ex-petite amie. Elle l'a quitté 3 mois plus tôt, car il l'a trompée. Cyril prenait plaisir à la faire souffrir et quelquefois, elle en avait presque marre. Pour autant, par amour, elle se laissait faire. J'étais sous emprise, je ne voyais pas que j'étais devenu son objet sexuel. C'est un beau parleur, il sait amadouer et il manipule beaucoup les gens. Sur la fin de la relation, elle dit qu'elle avait tendance à avoir un petit peu peur de lui parce qu'il allait de plus en plus loin. Au cours de ses fantasmes, il ne me frappait pas réellement, mais par contre, il serrait fort. Et peu importe si je me plaignais, il avait aussi une cravache qu'il utilisait sur moi. Des fois, j'ai eu peur. Et je me suis senti quelquefois en danger de mort. Je me disais que ça craignait. Surtout quand j'étais bien attaché et que je ne pouvais plus bouger. Grâce à Stéphanie et Alice, les gendarmes commencent à bien cerner ce Koskinas et sa libido, disons, débridée. Mais Alice met aussi en lumière ses mensonges depuis le début de l'enquête. Elle me déclare que Fresnes-sur-Marne, Cyril et elle y connaissent puisqu'ils allaient à vélo à l'étang de la Rep pour s'y baigner tout l'été 2003. Donc là, je comprends que Cyril m'a menti sur le fait qu'il ne connaissait pas la commune de Fresnes-sur-Marne. Cyril Koskinas a aussi raconté des cracks sur l'après-midi de la disparition d'Angélique. Dans son voisinage, nous avons trouvé un témoin qui va nous dire être certain d'avoir vu Cyril en compagnie d'une jeune femme près de son box entre 15 et 17 heures. Et une jeune femme qui, au niveau de la description, colle en tout point à Angélique. La téléphonie confirme, les portables d'Angélique et de Koskinas déclenchent le même relais dans le quartier du suspect. Tous ces échanges de SMS qu'ont pu être faits et présentés comme étant une invitation d'Angélique à Sylvain de se rendre à tel endroit et à Cyril de se rendre à tel autre endroit, ça peut être lui qui a fait toute cette mise en scène, car il était en possession du téléphone d'Angélique et il s'est amusé à faire des envois-réceptions et que tout ça peut être en fait un scénario bien réfléchi. Un drôle de coco, ce Koskinas, qui coche pas mal de cases pour les gendarmes. Seulement, s'ils ont des soupçons, ils n'ont aucune preuve de son implication dans le double meurtre du canal de l'Ourcq. Alors, une semaine après la découverte des 2 corps, ils vont lui rendre une petite visite, histoire de perquisitionner de fond en comble son appartement. Il fait l'étonner, mais pour autant, il est coopérant et nous laisse entrer. Entrer dans son univers,
car l'appartement en dit long sur le suspect. Rangé au millimètre, astiqué jusqu'à l'obsession. Quant au décor, il est aussi très personnel. L'univers de Cyril Koskinas, c'est un univers de photos de nus dans tout son appartement. On sent qu'il aime les photos de jeunes femmes nues. Il y a dans sa chambre toute une partie dédiée à Alice. Donc des photos d'Alice jusqu'à à un moment donné un string qui est punaisé. Et puis il y a des photos également de Mylène Farmer. Enfin voilà, il y a tout un pan de sa chambre qui est dédié comme ça à tout un tas de personnes du showbiz. Et on constate la présence de très très nombreuses revues pornographiques, vidéos pornographiques, effectivement des revues qui sont spécialisées dans la confection des liens. Nous allons trouver 4 anneaux laissant entendre qu'il attachait des jeunes femmes au cours des bas sur son lit. Nous allons trouver un anneau au-dessus de sa porte de chambre, ainsi qu'un anneau au-dessus de son lustre dans sa salle à manger. Ce qui nous surprend, par contre, c'est qu'on ne trouve pas le matériel SM que nous ont décrit Stéphanie et Alice. Masque, godebouche, sangles. Restent les box. Koskinas y a peut-être planqué ses jouets. Il y gare ses 205 GTI, rutilantes, décorées par ses soins, à son image. Son attirail SM n'est pas là non plus. Mais les gendarmes repartent quand même avec un bel indice. On découvre un ruban adhésif, mais vraiment en tout point similaire à celui qui a servi à ligoter le premier corps que nous avons découvert. La même texture, le même grain, la même qualité, le même ruban adhésif. De quoi, en principe, perturber Cyril Koskinas. Pourtant, le gars ne bronche pas quand quelques heures plus tard, les enquêteurs attaquent la première audition. Un psychopathe ? N'importe quoi. Il n'a aucune attirance pour les pratiques sexuelles SM. Ses réponses, c'est souvent quand même, c'est ma vie privée, vous me gênez là. Il joue pratiquement, excusez-moi du terme, la vierge effarouchée qui ne comprend pas pourquoi il est dans les locaux de gendarmerie. Il joue un petit peu avec les enquêteurs, il aime dominer, il aime que tout vienne de lui et il est dans une position d'attente. Le bras de fer est engagé, mais pendant que Koskinas répond aux questions du commandant Roussette, d'autres enquêteurs continuent d'éplucher sa vie. Et notamment ses fadettes, où il repère un appel étrange le lendemain de la disparition d'Angélique. Il a passé un coup de fil à 6h30 du matin, et 6h30, c'est très très tôt pour lui. Ça n'est pas dans les habitudes téléphoniques de Cyril Koskinas de passer ou de recevoir des appels à cette heure-là. Et on va s'apercevoir que c'est le numéro de téléphone de la grand-mère de Cyril Koskinas. La vieille dame vit dans la même rue que son petit-fils, à moins de 200 mètres. Elle se rappelle le coup de fil de Cyril qui lui réclamait de l'argent. Mais elle se souvient aussi qu'il lui a rendu visite ce jour-là. C'est une personne qui se déplace très lentement. Koskinas a pu faire ce qu'il voulait à peu près dans la maison sans que sa grand-mère s'en aperçoive. Et si Koskinas avait planqué des secrets chez mamie ? Et v'lan, nouvelle perquise. On va, dans un premier temps, être amené à découvrir sur une commode un vieux dictionnaire. Et on s'aperçoit qu'il a été évidé, un petit peu comme dans les films d'espionnage des années 50-60. Et à l'intérieur se trouve un sachet en plastique dans lequel sont cachées des cassettes VHS. Et on saisit, bien sûr, ces cassettes. Le commandant Sanchez fouille ensuite le grenier de la grand-mère. On va retrouver au fond de cette pièce un vieux sac dans lequel se trouvent des accessoires sadomaso. On a des cravaches, on a des menottes, on a des liens en cuir, des liens divers et variés.
se doute évidemment que ça appartient pas à la grand-mère de Cyril Koskinas. Dès son retour de perquisition, le commandant Sanchez visionne les cassettes vidéo saisies dans le dictionnaire d'espions. Il faut faire vite car le temps de garde à vue de Koskinas est déjà bien entamé. Sur ces cassettes, plusieurs séances SM avec Alice, mais aussi, et c'est une surprise, avec Angélique. Elle y apparaît menottée, ligotée, encagoulée, bâillonnée. Acteur et metteur en scène de ses propres fantasmes, Koskinas a tout filmé et tout commenté. Débat-toi, c'est de bouger. Bouge. Alors, ligoter. On le voit à plusieurs reprises qu'il fait en sorte de mettre sa partenaire dans une position particulièrement dangereuse. Il prend du plaisir à partir du moment où sa partenaire éprouve de la douleur, que sa partenaire demande à ce que la séance s'arrête. C'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, qu'il atteint la jouissance et le plaisir. Alors, ça fait mal? Essaye de crier, de te débattre comme si t'étais vraiment attaché, tu vois. C'est le jeu. L'une des séances remonte au jour de la disparition d'Angélique. Moi je pêche, tu vas rester attaché, là. Elle y apparaît consentante au début. On voit qu'au fur et à mesure de l'évolution de la séance, elle commence à vraiment à éprouver des difficultés à bouger, des difficultés à respirer, et on sent que très clairement, elle veut que ça stoppe, elle veut que ça s'arrête. Non, j'en ai marre, j'ai mal partout. Et la séance va s'arrêter à un moment où on a vraiment l'impression qu'elle est en train de mourir, tout simplement, parce qu'elle manque d'air, parce qu'elle a un bâillon qui l'entrave complètement et qui l'empêche complètement de respirer. Et l'enregistrement stoppe à ce moment-là. Koskinas a aussi filmé une autre femme, ligotée et bâillonnée. Elle est mince, brune, la peau mate. Aucun doute pour le gendarme, c'est la première victime du canal. On est vraiment dans la détresse respiratoire, dans la détresse vitale. Et l'enregistrement, comme pour Angélique, s'arrête de la même manière. Et encore une fois, on a cette impression d'être face au décès quasiment en direct de cette victime. C'est quand même particulièrement désagréable comme image à regarder, même si ça fait partie du travail, même si on se tanne le cuir au fur et à mesure des enquêtes, on a quand même l'impression d'être en face de femmes qui sont en train de mourir. Comment expliquer que Koskinas ait conservé des enregistrements aussi compromettants? Il a la possibilité avec ces enregistrements de le revivre autant qu'il le veut et autant qu'il le souhaite. Et ça lui fait revivre ces épisodes dans lesquels il a joui. C'est trop précieux pour lui, ça pourra lui être trop utile. Elles étaient devenues des choses dans la main de Cyril Koskinas. Donc ça, c'est une sorte de trophée pour lui, de pouvoir... Il a ces cassettes avec lui qui lui rappellent la toute-puissance qu'il a eue à ces moments-là. Dominique, sur les vidéos saisies chez Koskinas, on voit Angélique et l'autre fille avec un bâillon boule. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est une sangle de réglage, une boule, souvent en silicone, avec des trous à l'intérieur pour pouvoir respirer. Mais la personne qui porte ça, en tout cas, ne peut plus parler. Alors, c'est censé augmenter le plaisir sexuel chez des personnes qui trouvent leur plaisir dans la soumission, la contrainte. Le sadomasochisme, oui. C'est-à-dire obtenir ou donner du plaisir sous la contrainte. Il y a un dominant, il y a un dominé, et le dominant dans notre histoire, c'est évidemment Koskinas. Absolument, avec une pratique qui doit être consentie, on s'en doute, parce que ce genre d'objet, ça peut être dangereux. Celui qui le porte peut suffoquer, peut perdre connaissance, et on pense
que c'est ce qui s'est passé pour Angélique et pour l'autre fille du canal qu'on voit sur les vidéos juste avant, que la vidéo soit coupée. Avec ces vidéos, les gendarmes ont du lourd contre Koskinas. Mais la garde à vue tourne 48 heures max. Hein. Ouais. Et s'ils veulent des aveux, il faut aller vite. À la 31e heure de garde à vue, Cyril Koskinas commence enfin à se décoincer. Il est obligé de reconnaître qu'il avait une liaison avec Angélique et il nous déclare que cette liaison, en fait, elle a été entamée au moment de la rupture avec Alice. Que Angélique voulait découvrir cet aspect de la sexualité et qu'il n'y avait aucun problème avec elle, il n'y a jamais eu aucun problème. Et c'est même à sa demande qu'il s'est servi de ses accessoires. Au sujet de la mort d'Angélique, il fait celui qui est outré de pouvoir être interrogé comme potentiel suspect. Je le trouve assez résistant parce qu'il essaye à chaque fois de trouver une réponse qui peut lui faire permettre de nous faire douter. Or, à aucun moment il ne m'a fait douter au cours de ce garde à vue. Le commandant Roussette a encore des atouts dans son jeu. Il confronte Koskinas au témoignage de Marceline, sa voisine du dessus. Le soir de la disparition d'Angélique, elle avait entendu des bruits bizarres. Vers 23h, j'entends boum boum dans les escaliers. Chose bizarre, est-ce que c'était une valise qu'on descendait ? Donc j'ouvre la porte pour aller voir ce qui se passait. Arrivé là, j'entends qu'il dit quelqu'un a dit oh merde. Et puis après les boum boum se sont arrêtés et puis tout le monde est reparti à sa soirée normale. Hein. Ces boum boum, c'était en fait une poubelle, trimballée dans l'escalier de l'immeuble. Les gendarmes sont persuadés que c'est Koskinas qui l'a transportée. Je lui dis, qu'est-ce que tu as mis dans cette poubelle pour aller la chercher, la remonter chez toi et la redescendre. Là, je sens un temps d'arrêt. Il a eu le déclic par rapport à cette poubelle. Il dit, si tu savais ce qu'il y avait dans cette poubelle. Et là, il me dit, mets-toi à la batteuse, je vais t'expliquer. Se mettre à la batteuse, c'est se mettre derrière le clavier parce qu'il va me raconter quelque chose d'extrêmement important. Donc là, il va me dire qu'effectivement, on a raison depuis le début. C'est bien lui qui a malheureusement tué Angélique au cours des bas sadomasochistes. Mais il s'agit d'un accident. Elle a eu un malaise d'étouffement, celui qui a été filmé. Il explique vraiment c'est un accident. J'ai essayé de la ranimer, je lui ai fait du bouche à bouche. J'étais complètement paniqué, choqué, je ne savais pas quoi faire. La poubelle, je suis allé la chercher pour mettre le corps de Angélique à l'intérieur. Je l'ai emballé dans un sac poubelle de 100 litres, je l'ai fait rentrer par les pieds et ensuite, marche par marche, dans les escaliers, je l'ai descendu jusqu'à mon box pour la cacher dans le coffre. Ensuite, il a pris la route pour la direction Fresnes-sur-Marne. Et il a franchi le chemin de halage, il a tourné à gauche pour l'emprunter sur 2-3 mètres. Il a pris Angélique dans ses bras, il l'a embrassée sur la joue et il l'a jetée dans le canal de l'Ourcq. D'ailleurs, il nous dit même, j'ai failli tomber avec elle, avec le corps, lorsque je l'ai jetée. Koskinas est passé aux aveux in extremis, juste avant la fin de sa garde à vue.
Des aveux incomplets parce que la première femme morte dans le canal, il n'en a pas encore parlé. Après ces aveux sur Angélique, j'ai très peu de temps pour développer la première victime. Mais je sens que de toute façon, il y a un véritable rejet. Donc je n'insiste pas. L'idéal était de le faire avouer sur Angélique et la suite, certainement, permettra d'établir qu'il était également l'auteur du premier crime. Et en tant qu'enquêteur, c'est vraiment un grand ouf de soulagement. Et puis on se dit aussi, il n'y en aura plus de troisième retrouvé dans le canal parce qu'on a aussi toujours ça en tête. Le juge d'instruction ne croit pas à la thèse de l'accident servi par Koskinas. Il ne croit pas non plus à l'innocence de Koskinas dans le meurtre de la première femme retrouvée ligotée dans le canal. Il le met donc en examen pour ces 2 meurtres. Koskinas file en détention provisoire à la prison de Fresnes, pendant que les gendarmes tentent toujours d'identifier l'inconnu du canal. Et pour mettre un nom sur cet inconnu, ils creusent encore la téléphonie de Koskinas. Depuis 1 an, il a passé et reçu pas moins de 10 000 appels et SMS. Un vrai travail de bénédictin. On décide de contacter tous les numéros qui apparaissaient dans sa téléphonie. Et pour nous, l'intérêt était de tomber sur un numéro qui de fait ne répondait plus et pouvait correspondre potentiellement à la victime. On avance, et par élimination, en fait, on espère identifier la victime, et pour nous, la clé est vraiment sur les numéros qu'il a contactés. Au fil des semaines, les gendarmes contactent près de 500 personnes. Autant d'interlocuteurs qui affinent, en creux, le portrait du suspect. On s'est aperçu, au fil de ces contacts, que c'était, entre guillemets, un chasseur tous azimuts. C'est-à-dire qu'on a eu des contacts et aussitôt il essayait de relever le numéro de téléphone, de caissière quand il passait dans un magasin, ou tout de suite il essayait de draguer, des autostoppeuses. Mais tout ça à l'appel. À l'appel. Il avait toujours le même scénario. C'était souvent l'invitation, dans un premier temps, à la pizzeria au pied de son domicile, puis il la faisait monter chez lui, ça discutait, ça regardait un film, ça partait dans les relations intimes, évidemment toujours consentantes. Et très vite, il proposait d'attacher sa partenaire qui acceptait ou pas. Après 2 mois d'enquête téléphonique, il ne reste plus qu'une dizaine de correspondants à identifier, ou plutôt, de correspondantes. On comprend très vite quand on compose ces numéros qu'il s'agit de messageries coquines, d'escort girl, en fait, que vous pouvez avoir directement au téléphone, voilà, pour des prestations tarifées. Vous leur disiez gendarmerie, clac, elle raccrochait, parce que soit pas en régularité sur le sol français, sachant qu'elle se prostituait. Donc on a dû user un petit peu de ruse, et que l'un d'entre nous, et moi en l'occurrence, joue le rôle de client pour savoir si, parmi elles, quelqu'un n'avait pas disparu. Et il y a bien une fille qui manque à l'appel. Un numéro ne répond jamais. Il a cessé d'émettre le 7 juillet 2004, soit 12 jours avant la découverte du premier corps du canal. On va voir un petit peu les contacts des personnes qui cherchent à joindre ce numéro depuis que ce numéro ne donne plus signe de vie. Et là, on va tomber sur le petit copain de cette femme qui nous confirme que cette première victime, c'est Omeima. Omeima avait 26 ans, brune, mince, d'origine maghrébine. Les incisives supérieures qui se chevauchent. Elle a passé sa jeunesse dans une ville de l'Est de la France avant de venir à Paris pour s'y prostituer. Elle vivait seule près de la gare de Lyon et recevait ses clients dans son petit appartement. Omeima passait parfois de longues périodes sans donner de nouvelles à ses proches.
Le signalement de la disparition n'avait pas été fait par la famille, par des amis. Personne, en fait, s'était inquiété de sa disparition, ce qui explique pourquoi elle n'était pas dans les fichiers des personnes disparues ou signalées disparues. Homeima publiait ses annonces d'escorte dans une revue érotique sous le pseudonyme Alia. Et là, ça match par rapport à tout un tas de revues qu'on avait pu retrouver chez Cyril et saisir. Et on constate à l'intérieur d'une des revues que l'annonce correspondant à Alia, donc Homeima, est annotée par Cyril. Il avait notamment écrit « Pute, elle fait tout ». En fait, elle ne souhaitait plus vraiment avoir de relation. Elle était plutôt passée dans un mode SM, mais SM dominatrice, pour éviter tout contact avec le client. Donc on voyait qu'il y avait une étape déjà avant la fin de son activité. Elle avait même débuté des démarches pour se lancer dans un commerce de robes de mariée, qu'elle allait donc définitivement arrêter cette activité. Dominique, comment les gendarmes peuvent-ils être certains que Cyril Koskinas et Homeima se sont rencontrés? Facile, grâce à leur téléphone portable. Homeima, elle a voyagé de Paris jusqu'à Villepinte. Son portable a accroché des bornes partout, tout le long du trajet. Châtelet-Les Halles, Le Blanc-Ménil, Aulnay-sous-Bois, Villepinte. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'elle fait ce trajet. Elle ne l'a jamais fait. Et tout le long du trajet, elle reçoit plusieurs appels qui sont passés depuis des cabines téléphoniques du secteur de la gare de Villepinte. Place Henri Barbus, Tremblay, gare de Villepinte. Et à l'évidence, elle a rendez-vous à la gare de Villepinte. Et la gare de Villepinte, ça se trouve tout près du domicile de Cyril Koskinas, Mitri Mori. Et est-ce qu'on sait où se trouve très précisément Cyril Koskinas ce jour-là et à cette heure-là? Il est près de la gare de Villepinte, près de la place Henri Barbus, parce que son téléphone portable borne ici. Et pour les enquêteurs, c'est évident. Bien sûr que c'est lui qui a passé les appels depuis les cabines téléphoniques. Et il a fait ça pour ne pas appeler Homeima depuis son portable et laisser une trace. Ce qui est certain, c'est qu'Homeima s'est rendue près du domicile de Koskinas. Ouais. Ça ne veut pas dire, un, qu'elle est allée chez lui, et deux, qu'il l'a tué. On trouve l'ADN d'Homeima partout dans l'appartement de Koskinas. On le trouve sur tous les objets, les jouets sexuels, le bâillon-boule, on le retrouve sur le loup en cuir, on le retrouve sur cet objet, on le retrouve sur une culotte en plastique. Et puis on retrouve des éléments pileux de la malheureuse à l'intérieur de l'aspirateur de Koskinas. Parce qu'on sait que Cyril Koskinas est un obsédé du ménage. Est-ce que les gendarmes savent dater la mort? Le téléphone portable d'Homeima cesse d'émettre le 7 juillet 2004 à 13h49. Il est coupé. Celui de Koskinas est arrêté tout l'après-midi. Il le remet en marche 7 juillet à 18h16. Donc pour les gendarmes, c'est évident. Homeima est morte entre 13h49 et 18h16 le 7 juillet 2004. Donc on l'a bien compris, ça va être difficile pour lui maintenant de dire « je la connaissais pas, elle est jamais venue chez moi et je l'ai pas tuée ». C'est pourtant ce qu'il fait. Depuis sa cellule, Koskinas n'en démord pas, il n'a pas tué Homeima. Il le clame dans une lettre adressée au juge d'instruction car il ne veut pas payer toute sa vie pour quelque chose qu'il n'a pas commis. L'assassin d'Homeima, il le connaît. Il affirme que c'est le frère d'Alice, Christophe, qui est responsable de la mort d'Homeima. Il avait passé un pacte avec Christophe, un troc de femmes en quelque sorte. Il explique qu'il veut se rapprocher d'Alice, que le frère d'Alice lui dit « écoute, moi il n'y a pas de difficulté, mais en échange, tu m'organises un petit rendez-vous coquin » et il lui organise ce rendez-vous avec Homeima. Il aurait prêté son appartement à Christophe pour que Christophe ait une relation avec cette jeune fille. Alors il semblerait que Christophe n'aurait pas maîtrisé la situation, aurait été peut-être trop loin dans la pratique. Cyril Koskinas revient 2 heures plus tard, et là, il explique qu'il est totalement ébahi. Il découvre Homeima dans la baignoire décédée.
Alors il lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait? C'est anormal. Je veux que tu débarrasses absolument tout. Et quand je vais revenir, je veux qu'il n'y ait plus aucune trace. » Christophe aurait ensuite jeté le corps d'Omaïma dans le canal de l'Ourcq. « C'est un con, mais un con malin », écrit Koskinas en parlant de son ancien beau-frère. J'étais très dubitatif. Il essaie de préparer une défense, il essaie de trouver un argument, mais moi je n'ai pas cru la responsabilité de Christophe. Pendant l'interrogatoire, Koskinas maintient pourtant ce scénario, avant de parapher son PV dans un style bien à lui. Il a signé un sexe. Chaque page du procès-verbal. Et j'ai mené l'interrogatoire avec une jeune substitut. Lorsqu'elle a signé, il lui a dit quelle impression ça vous fait de signer à côté d'une paire de poules. Elle a été sidérée sur le moment. C'est une façon de dire « Merde, monsieur le juge, ça m'intéresse pas ce que vous êtes, ce que vous dites, ce que vous me posez comme question, je ne vous reconnais pas comme tel. » Voilà, c'est une pure et simple façon de dire « merde ». Je vous avouerai que ça laisse perplexe, provocation, absence de conscience de la gravité de l'affaire, évidemment, et de la gravité des charges aussi qui pèsent contre lui, désespoir aussi peut-être, à un moment de se dire que de toute manière, tout est perdu et foutu pour foutu, eh bien, allons vers un suicide judiciaire. Malgré les frasques de Koskinas, le juge demande aux gendarmes de vérifier ses accusations contre Christophe. Sans surprise, il a raconté n'importe quoi. Sa charge dirigée sur Christophe, elle n'est pas le fait du hasard, parce qu'on sait que tous les deux ne se sont jamais entendus et que Cyril sait que Christophe ne l'a jamais aimé et qu'il a très souvent incité Alice à rompre. Il joue. Il sait ce qu'il a fait, mais il adore jouer. Alors il continue à jouer, il jouera d'ailleurs tout au long de l'instruction, en donnant des fausses pistes, en donnant de faux espoirs, parce que c'est là où il est en pleine puissance. Encore une fois, c'est lui qui domine le jeu et c'est ce qu'il cherche. Un manipulateur au comportement insaisissable, car lorsqu'une nouvelle juge reprend l'instruction, Cyril Koskinas se montre cette fois-ci charmant et beaucoup plus coopératif. J'ai eu affaire à quelqu'un de tout à fait poli, tout à fait respectueux, avec qui la conversation, si on peut dire, était fluide. Il me faisait l'effet de quelqu'un qui devait se mettre en scène. Dans sa posture, dans son costume, dans son apparence, mais aussi au moment de ses passages à l'acte, il y a toute une mise en scène. C'est un personnage de mauvais romans, de romans noirs, et je pense qu'il existait aussi à travers ça. Parce que sans ça, il était d'une banalité incroyable. Une demi-douzaine d'experts psychiatres ont à leur tour tenté de cerner Koskinas. Quand on interroge Cyril Koskinas et qu'on reste longtemps avec lui, après quelques heures, on se demande « mais qu'est-ce que je sais de lui de façon assurée ?» Eh bien, pas grand-chose. Il fait des réponses superficielles, banalisantes, minimisantes. Il dit très peu de choses de sa vie privée, de son enfance, de son adolescence, de ses amours, de ses aspérités, de ses passions. Est-ce que c'est volontaire ? Ou est-ce que ça fait partie finalement d'une personnalité qui serait un peu pathologique ? Rien dans le parcours de Cyril Koskinas ne permet de déceler une faille originelle, la moindre trace d'un traumatisme d'enfance. Sa jeunesse est celle d'un gamin de banlieue parisienne. Il est né en 1981, il grandit à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, dans une famille de la classe moyenne.
Père chauffeur routier, mère assistante commerciale et un petit frère, de 6 ans son cadet. Ses parents sont d'une gentillesse absolue. Ce sont des êtres d'une gentillesse et d'une courtoisie, d'une douceur extraordinaire. Ses parents sont vraiment des gens bien. Quand j'ai entendu les parents, et plus particulièrement le père, ils ignoraient tout du comportement de leur fils. Et ils avaient le souvenir de quelqu'un qui avait vraiment une jeunesse normale. Cyril Koskinas ne brille pas à l'école, échec en CAP de mécanique auto, échec en CAP de mécanique moto. C'est à cette époque-là qu'il est victime d'un grave accident de la route dont il met des mois à se remettre. Il est plus préoccupé par sa moto qui a été accidentée que par son corps qui est extrêmement mutilé. Il a failli perdre sa jambe. C'est-à-dire qu'il y a déjà une mise à distance de son propre corps et de sa propre souffrance. Ça dit quelque chose, à mon sens, de la souffrance qu'il pourrait percevoir des autres, ne percevant déjà même pas la sienne. Et cela interroge également sur les conséquences traumatiques et les séquelles mentales sur son cerveau qui auraient pu en découler. Mais cet accident n'écorche pas sa passion des belles cylindrées. Il devient un as du tuning à temps plein, entre 2 petits boulots. Ah, les voitures, elles étaient nickel chrome, elles brillaient. Franchement, il en prenait soin comme la prunelle de ses yeux. Il était toujours en train de les faire briller. Il a refusé une mission d'intérim au prétexte que sa voiture devait passer un dodan et ça, il ne supportait pas parce que c'est une voiture qui était surbaissée et qui risquait d'être endommagée en passant le dodan. Les voitures, les filles, les 2 passions de sa vie sont enfin réunies quand il rencontre Alice. Mais quand elle le quitte, il reste accro. Et il est en manque. Alice, c'est un personnage central dans l'affaire. C'est son univers. D'ailleurs, il ne parle que d'elle, il m'en parle dans ses courriers, il m'en parle lorsque nous nous rencontrons à la maison d'arrêt, il en parle au juge d'instruction. Ce n'est pas une obsession, c'est sa vie, sa boussole. C'est vrai qu'en détention, il faisait des dessins où elle apparaissait partout, très ressemblante, où il disait « si tu m'aimes, attends-moi ». Arriver à faire ça en détention, dans une cellule seule, sans avoir les moyens de le faire, c'est déjà fantastique. Il a quelques crayons de couleur, quelques feutres, tout au plus, et des feuilles A4 qu'il va répartir pour arriver à faire cette fresque assez gigantesque. Une fresque d'1,50 m de haut, dédiée à son Alice. Une ex qu'il avait aussi dans la peau. Il l'avait tatoué en énorme sur son ventre et je me souviens en instruction qu'il avait levé son t-shirt et qu'il me l'avait montré. J'étais sidérée de voir ça et cette ressemblance incroyable, mais c'était tout tatoué en énorme, ça faisait presque tout son ventre, tout son torse. Le manque d'Alice a-t-il pu jouer un rôle dans le passage à l'acte de Koskinas 3 mois plus tard? Tant qu'il est avec Alice, les conduites sadomasochistes sont contenues. Alice le tenait humainement. Quand il perd Alice, il perd cet arrimage, il perd ce qui le tenait, ce qui l'encadrait. Et à ce moment-là, il entre dans quelque chose de débridé. Il est sorti de sa routine pour rentrer avec d'autres femmes pour lesquelles il n'avait pas de sentiments amoureux, dans une relation qui était à ce moment-là, qui n'était plus sentimentale, mais purement sexuelle. Et là, peut-être a-t-il, perdu la maîtrise qu'il avait. Il a été au-delà de ce qu'il était, de ce qu'il faisait avant avec Alice.
Sa sexualité, elle est totalement dominée par la destructivité. On n'est plus dans la perversion sexuelle, mais dans la perversité sexuelle, où l'autre perd toute existence, toute capacité de dire non, entièrement réduit à être une sorte d'ustensile. Le désir féminin n'existe pas, le désir féminin est dangereux. On est dans une relation où l'un est tout puissant et où l'autre est réduit à néant. La souffrance l'aidait à accéder à son plaisir, et forcément la souffrance ultime, c'était l'apothéose pour lui. Donc je pense que quand il y a goûté une fois, il a voulu y goûter une deuxième fois, et il y aurait peut-être une troisième fois, une quatrième fois. On sait qu'un tueur en série, c'est à partir de 3 faits. Là, on en reste sur 2, mais on se dit qu'on a peut-être stoppé, arrêté un prédateur. Quatre juges se sont succédés en 4 ans sur cette instruction. En 2008, le dernier boucle l'enquête sur le double meurtre du canal de l'Ourcq. Mais une question reste en suspens. Koskinas a-t-il prémédité ces crimes ? Pour le magistrat et les gendarmes, cela ne fait aucun doute. Dans le cas d'Omeïma, les appels que Koskinas a passés depuis des cabines téléphoniques alors qu'il avait son portable dans la poche signent bien une préméditation du meurtre. Il vit seul, personne ne va aller regarder son téléphone, il n'a pas de raison de cacher ses appels. Donc s'il le fait, pour moi, c'est qu'il y a déjà, entre guillemets, anguille sous roche. S'il avait voulu la faire venir de façon tout à fait transparente, tout à fait claire, en pensant avoir une relation et puis c'est tout, pourquoi n'aurait-il pas appelé à partir de son téléphone portable ? Pour Angélique, là encore, Cyril Koskinas se fait très discret le jour où il est allé la chercher. Il l'a attendue à 500 mètres de chez elle et n'est pas allé saluer ses parents, comme il en avait pourtant l'habitude. Pourquoi est-ce qu'il cherche à ne pas être vu de ses proches ? Si ce n'est parce qu'il a déjà en tête le fait qu'Angélique ne reviendra pas chez elle et que ses parents vont s'en inquiéter. Il pourrait aller dire aux gendarmes que ce jour-là, Cyril est passé la chercher et que c'est le dernier à l'avoir vue. Donc voilà, clairement, pour nous, c'est un élément également très fort en faveur de la préméditation. Pourtant, Cyril Koskinas se défend d'avoir fait venir Omeïma avec l'intention de la tuer. Quant à Angélique, c'est une mort accidentelle. Et s'il se cachait, c'était pour une toute autre raison. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, il est en rupture avec Alice. Il ne veut pas que ces choses-là se sachent. Je crois que même vis-à-vis d'Alice, il ne veut pas que ça se sache. Vis-à-vis de son inconscient à lui, il ne peut pas, au grand jour, délibérément agir de cette manière. C'est une forme de trahison pour lui. Il est obligé de se cacher, un peu comme un toxicomane se cache. Il n'y a dans cette affaire jamais eu de préméditation. Peut-être, mais pour la juge, quelque chose coince quand même. Il savait qu'il avait tué une et il en fait venir une deuxième. On ne peut pas imaginer que c'est pas pour faire la même chose. Donc je pense que l'assassinat il tient justement dans cette constatation-là. C'est donc pour 2 assassinats que Cyril Koskinas est renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne. Son procès s'ouvre le 9 septembre 2008 à Melun. À leur tour, les jurés découvrent un accusé sans limite. À croire qu'il est au théâtre. Au premier jour du procès, une seule famille de victimes se présente au tribunal. Celle d'Angélique Despostes, venue avec ses questions et ses attentes. Il venait simplement comprendre pourquoi le meilleur ami d'Angélique avait tué Angélique. Qui est ce monsieur qui est venu manger régulièrement chez elle et était quand même très serviable? Pourquoi il l'a tué? J'ai un peu peur des réactions qu'il pourra avoir à l'audience. Que son suicide judiciaire qu'il a mis en place depuis l'instruction se poursuive devant la cour d'assises. Lorsque le président dit « faites entrer l'accusé », c'est assez hallucinant. On a vraiment l'impression d'être dans un film. Le même look que le Pirate des Caraïbes.
Et là, il nous dit « bonjour, bonjour ». Il s'adresse comme ça à la cour, comme s'il était de nouveau dans une partie de jeu. L'avocate de la défense, qui s'inquiétait du comportement de son client, ne sera pas déçue. Dès l'ouverture des débats, Koskinas fait son show. Et c'est un festival d'indécence. Quand le président Yves Jacob lui a demandé s'il éprouvait du plaisir lors de ses séances sadomasochistes, Cyril Koskinas lui a conseillé d'essayer. Moi, il va me provoquer en disant vous m'avez l'air un peu coincé, maître, vous devriez pas essayer, ça va vous décoincer. Tout y passe. Jeux de mots obscènes, applaudissements, rires et humour déplacés. Sans oublier une pointe de cruauté avec Stéphanie, la fille qu'il avait gardée 5 jours chez lui. Elle est entendue comme simple témoin, car la justice ne l'a pas reconnue comme victime de Cyril Koskinas. À la cour d'assises, horrible. Horrible que ça soit... Ouais, mais lui, il se moquait de moi en plus. Quand j'expliquais certaines choses et que je me mettais à pleurer, c'était... tu veux un mouchoir, alors j'essayais de pas trop le regarder en plus. Je suis sortie. Et c'est à ce moment-là où une image que j'aurai toujours aussi, c'est la mère d'Angélique qui est quand même venue me consoler. Il n'y a aucun respect. Aucun respect. Et moi, j'ai Madame Despostes qui ne le comprend pas. Et pourquoi cette méchanceté? Et à chaque suspension, j'ai mes maîtres, pourquoi il est méchant et pourquoi il m'a enlevé Angélique. Je crois que M. Koskinas, depuis des années, joue avec les gens. Nous sommes des pions, les pions tombent, comme ça a été le cas pour Angélique. Et aujourd'hui, il n'avouera pas, il s'excusera pas. Et comme il le dit, pardonnez-moi, il s'en fout, il n'en a rien à faire. Hein. Je l'ai disputé publiquement, mais j'ai envie de dire comme on dispute un peu un enfant à qui on explique qu'il n'a pas la bonne attitude. Donc il faut que je crie et que je tape du poing sur la table pour qu'on essaie d'en partir dans le bon sens. Mais c'est compliqué. Jamais à court d'imagination, Cyril Koskinas sort encore une autre version des faits. Cette fois-ci, il accuse son ex, Alice, du meurtre d'Angélique. Cette dernière version étonne tout le monde, parce qu'une fois de plus, cette dernière version, il y croit. Pourtant, il y a des éléments matériels qui démontrent qu'Alice n'est pas là. Mais quand Alice vient témoigner face à lui, Koskinas perd toute sa superbe. Moi, je pense qu'il était très ému, très mal à l'aise, mais c'est le seul moment où il a arrêté. Il a arrêté son cirque, en fait, face à elle. C'est le seul moment, je pense, où il est vrai. Au terme du procès, l'avocate générale décrit Koskinas comme un dangereux pervers qui n'a plus sa place parmi nous. Elle requiert la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. En défense, l'avocate de Koskinas joue le contre-pied. Pour elle, les obscénités de son client révèlent une altération de son discernement, même si les experts psychiatres ne l'ont pas retenu. Je leur demande de tenir compte de cette éventuelle altération du discernement dans les explications qu'a fournies M. Koskinas, et notamment de ne pas avoir pu comprendre la souffrance de l'autre, de ne pas l'avoir perçue, et puis ensuite de ne pas avoir non plus eu ce réflexe peut-être d'appeler les secours. C'est-à-dire, je leur demande de l'acquitter sur l'intention homicide et de le condamner pour des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne d'Angélique. Sur la personne d'Omema, il n'en dit rien, donc malheureusement, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Après un court délibéré, 3 heures, Koskinas est déclaré coupable d'assassinat sur Omeima et Angélique. Il écope d'une peine de prison à perpétuité, mais sans peine de sûreté. Il pensait qu'il serait tellement pas compris, tellement haï, détesté qu'il aurait cette période de sûreté. Il est presque étonné de ne pas l'avoir, il ne comprend pas parce que, j'ai envie de dire, il s'est quand même presque donné du mal pour l'avoir, cette période de sûreté. Oui, Cyril Koskinas est condamné, mais c'est un verdict teinté d'amertume. Pour les familles des victimes qui n'ont jamais obtenu d'explication sur les circonstances des assassinats, et pour Stéphanie, qui n'a pas été reconnue comme victime. Je me sens surtout rescapée de Koskinas.
Après, victime, on m'a jamais considérée comme victime, donc je peux même pas dire, même 18 ans plus tard, que j'ai été victime. J'ai juste été... j'ai eu la chance, moi, de pouvoir échapper, surtout. Et que je pense que... Puis j'aurais toujours ce sentiment à vie que j'aurais dû être la première. J'en reste persuadée que si, dès le départ, on m'avait cru, il n'y aurait pas eu d'autres victimes. Je pense qu'on serait peut-être un peu plus interrogé sur le personnage de Koskinas et que, ouais, moi, je pense que ça aurait pu être évité. Cyril Koskinas n'a pas contesté le verdict. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à 27 ans, il est donc retourné en prison. Est-ce qu'il y dessine toujours ?